Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Kevin Bilodeau. Je suis directeur des relations gouvernementales à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC et je suis vraiment heureux d'être avec vous ici aujourd'hui. Merci à la SPQ de l'invitation et d'avoir mis en place ce formidable panel tout au long de la matinée. Je tiens à saluer justement à l'occasion aussi mon collègue, M. David Reynaud de la Société canadienne du cancer. Vous savez, maladie du cœur, AVC, cancer, à nous deux, je dirais, on est les trois principales causes de décès, principales causes de maladies et de nombreuses hospitalisations. Ces maladies-là ont un coût individuel et collectif qu'on va aborder avec vous aujourd'hui. Notre organisation a pour mantra du savoir à l'action. Mon rôle à moi, c'est d'inspirer par le savoir, par la science, des politiques de santé publique favorables à la santé. Et c'est un peu justement la raison d'être de pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. On parle souvent ces temps-ci de pression sur le système de santé. J'aimerais ça parler avec vous peut-être rapidement du poids des maladies du cœur et de l'AVC sur le système de santé au Québec. Il y a plus de 730 000 Québécois qui vivent avec une maladie vasculaire et plus de 47 000 apprennent qu'ils doivent vivre avec ces maladies-là et 36 000 en meurent à chaque année. Les gens qui vivent avec ces maladies-là visitent plus souvent nos hôpitaux. C'est parmi d'ailleurs les principales causes d'hospitalisation et c'est aussi des grands consommateurs de médicaments. Et une cause prédominante, je dirais, d'incapacité, donc de perte de productivité, etc. Mais pourtant, jusqu'à 80 % des maladies du cœur et de l'AVC peuvent être évitées par l'adoption de saines habitudes de vie. C'est donc dire qu'individuellement et collectivement, on peut changer les choses. Aujourd'hui, c'est le jour de budget à Ottawa et c'est un contexte idéal pour démontrer les conséquences de la consommation de boissons sucrées et de tabac et les conséquences que ça a sur la santé de la population, la santé de notre système de santé qui en a grandement besoin et aussi la santé de nos finances publiques. Et je vous dirais, si vous pensez que notre système de santé coûte cher, asseyez donc la maladie. Comme on dit souvent, les traitements et la gestion des maladies chroniques représentent 67 % de tous les coûts de soins de santé au Canada. C'est énorme, avec une facture annuelle de 190 milliards. Évidemment, on ne ramènera pas ces pourcentages-là à zéro, ni les coûts à zéro. Mais il y a sûrement moyen qu'on puisse faire moins pire. Donc, voilà pourquoi on veut aborder avec vous le dossier du tabac et des boissons sucrées. Commençons par le tabac. On pense peut-être que la lutte au tabac, c'est fini. Et non, le tabac reste encore la première cause de décès évitable. Le tabac coûte cher en vie. Il tue un fumeur sur deux. On parle de 13 000 Québécois qui en meurent chaque année. Sur un total de 65 000 décès, c'est pratiquement un décès sur 5 qui est associé au tabac. 13 000 décès, c'est l'équivalent de la ville de Amos, la Chute ou la Tuque. On s'est bien inquiété des attentats du 11 septembre, mais c'est 4 fois les attentats du 11 septembre. C'est 30 Boeing 747 qui s'écrasent dans les cimetières du tabac chaque année. Grosso modo, le tabac est responsable de 16 types de cancers différents et 21 maladies chroniques, maladies du cœur et AVC. Si vous pensez, en tant que premier ministre ou membre du gouvernement, si vous pensez que les taxes tabac coûtent cher, regardons ensemble combien coûte le tabac en tant que tel. En 2012, le gouvernement du Québec a décidé de poursuivre l'industrie du tabac pour 60 milliards. 60 milliards pour les coûts associés au tabagisme, par le tabagisme, je dirais, dans notre système de santé. Le coût du tabagisme dans les fonds publics, on calcule que c'est 4 milliards par année en coûts directs, indirects, ce qui reviendrait à 532 $ par Québécois. Le tabac est responsable de 32 % des coûts occasionnés par les journées complètes d'hospitalisation et monopolise 27 % des consultations d'infirmières. Donc, voilà ce que le tabac occasionne en termes de pression sur le système de santé. Si vous pensez que la taxe sur l'alimentation coûte cher, j'aimerais qu'on parle de malbouffe. Les coûts des maladies liées à l'alimentation au Canada ont été évalués à environ 26 milliards par année et occasionnent 47 000 décès. C'est pas mêlant, les maladies liées à l'alimentation, c'est la deuxième cause de décès après le tabagisme. Le gras, le sucre, le sel sont des ingrédients éprouvés d'une recette à succès qu'on appelle la malbouffe, ou les produits faits en usine, les produits transformés. Les Canadiens sont les deuxièmes acheteurs d'aliments et boissons ultra-transformés au monde après les Américains. Aujourd'hui, les aliments ultra-transformés représentent près de la moitié des calories quotidiennes qu'on en consomme. Lorsqu'on regarde la tendance, on remarque que l'augmentation de la consommation des produits ultra-transformés concorde avec l'augmentation de l'obésité et le surpoids au sein de nos populations.
Pas étonnant. C'est pas étonnant que l'obésité abdominale a pratiquement doublé depuis 30 ans. L'obésité se cache derrière des maladies chroniques comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et 11 types de cancers. On dit qu'aujourd'hui, il y a environ 1,7 million d'adultes qui vivent avec l'obésité et que les coûts sont associés à l'obésité au Québec sont 3 milliards de dollars par année. Comment parler d'aliments ultra-transformés sans se tourner directement vers les boissons sucrées? Ces produits représentent peu, voire aucun bienfait pour la santé. Au contraire, ils présentent même un risque pour la santé car elles favorisent les maladies chroniques et l'obésité. Il y a quelques années, notre organisation a financé une étude économique, une modélisation du poids et du fardeau économique des boissons sucrées dans l'économie canadienne au courant des 25 prochaines années. C'est bien ça. On prévoit qu'en 25 ans, la consommation des boissons sucrées au Canada, à elle seule, aura occasionné 1 million de cas d'embonpoint, 3 millions de cas d'obésité, 1 million de cas de diabète de type 2, 300 000 cardiopathies, 100 000 cancers, 40 000 AVC, 63 000 décès. Donc oui, ça coûte cher en vie, en productivité. C'est des familles aussi qui en sont impactées et c'est des gens qui, malheureusement, sont appelés à visiter nos institutions hospitalières, si je peux dire, sur une base régulière. Bref, sur 25 ans, les coûts associés aux boissons sucrées étaient évalués à environ 50 milliards de dollars. Quand on parle de taxer les produits malsains, c'est démontré comme une manière très efficace, je dirais, tant par les études scientifiques que par les juridictions qui ont mis ça en place. Jouer sur les prix, ça a un effet sur les habitudes de consommation. Regardez l'essence, lorsque les prix montent, la consommation tend à descendre. Et les revenus, eux, qui pourraient être générés justement par les taxes et les produits malsains, pourraient être investis dans des procédés un peu plus santé. Plus qu'une volonté de faire de l'argent et l'amener dans les coffres de nos gouvernements, les mesures fiscales qui seront présentées aujourd'hui favorisent la santé de la population puis pourraient même diminuer la pression sur le système de santé. Sans plus tarder, j'aimerais inviter Corinne Boyer de la Coalition Poids à venir vous parler des boissons sucrées et des mécanismes qui pourraient être associés. Merci. Merci beaucoup, Kevin. Tes images sont fortes. Donc, comme il disait, je suis directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids qui vise, entre autres, à favoriser la mise en place d'environnements qui vont favoriser les choix plus sains dans notre quotidien. Donc, on travaille beaucoup au niveau des politiques publiques. Et moi, j'aimerais donc compléter, Kevin, en nous ramenant un peu sur les effets collatéraux de la pandémie sur les habitudes de vie, notamment l'activité physique là, qui en a mangé un bon coup. Mais aussi au niveau de l'alimentation, on a vu beaucoup de changements et tout ça laisse présager quand même des préoccupations très importantes sur la santé de la population. Et là, on se retrouve devant des défis économiques auxquels le Québec va devoir trouver des solutions, et particulièrement ce qui a trait au financement du système de santé. Alors là, on est dans une logique où il va falloir agir à la source parce qu'il ne suffit pas à la demande ou des différentes problématiques de santé auxquelles on fait face. Donc, dans ces pistes de solutions-là, notamment, ça passe par la possibilité à toute la population d'adopter facilement de saines habitudes de vie au quotidien pour prévenir les maladies, comme Kevin l'a si bien nommé, qui sont le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, et aussi pour présenter une santé mentale qu'on appelle aujourd'hui positive, un bien-être collectif, parce qu'on a vu qu'avec la pandémie, la population a été grandement touchée au niveau de la santé mentale. On est aussi face à une population qui est vieillissante. On parle de 1,1 million d'adultes aussi qui sont atteints d'au moins 2 maladies chroniques. Et nos jeunes ont un portrait de plus en plus sombre, ils sont de plus en plus sédentaires, ils sont en perte de savoir culinaire et se tournent davantage vers les aliments ultra-transformés, comme Kevin évoquait, qui est une préoccupation importante. Donc là, on voit bien avec la COVID, on n'a pas le choix. Il faut agir à la source du problème si on veut alléger notre système de soins et si on veut une refonte efficace. On va devoir aller vers des solutions qui sont innovantes et qui vont favoriser la santé et le bien-être de toute la population. Ça peut paraître très, très spécifique d'agir sur la consommation, même je dirais la surconsommation de boissons sucrées, mais elle fait partie du problème, notamment parce que c'est la seule et unique pratique alimentaire qui est constamment associée avec les différentes problématiques de santé qu'on vous a énumérées. C'est aussi parce que c'est la principale source de sucre dans l'assiette des Québécois. Juste à titre d'exemple, c'est 4 Québécois sur 10 qui en boivent de manière régulière. C'est 25 % des élèves du secondaire qui en consomment tous les jours
Et là, quand on parle de boissons sucrées, on parle autant de boissons gazeuses que de boissons énergisantes, de boissons pour sportifs, de déglacés, d'eau vitaminée, de cocktails de fruits, de slush. Bref, il y a un éventail de produits qui sont essentiellement composés d'eau, de sucre et de colorants et sont vendus partout dans des formats énormes et qui occupent une place démesurée dans notre environnement alimentaire et dans notre alimentation. Donc, comme pour les bonbons, ce sont des bonbons liquides qu'on devrait réserver à des occasions spéciales parce que non seulement leur consommation elle est nuisible à la santé, mais elle est aussi nuisible à l'environnement. On parle de gaspillage d'eau, de gaz à effet de serre, de déchets de plastique et d'aluminium. Donc, il y a une empreinte écologique très importante autour de la boisson sucrée. On est en train de faire des virages bleus pour retirer les bouteilles d'eau pour aller vers des modèles de valoriser l'eau de l'aqueduc ou des bouteilles réutilisables. Mais la bouteille d'eau sucrée est tout aussi dommageable, sinon plus, pour notre environnement et la santé. Il y a aussi tout l'aspect du marketing des boissons sucrées qui est extrêmement agressif, aussi des boissons énergisantes. Là, et la boisson énergisante est une boisson sucrée. Les stratégies sont très féroces. Ce sont les mêmes que celles qui ont été déployées par l'industrie du tabac. Et observez autour de vous, les boissons sucrées sont disponibles partout, dans les dépanneurs, les épiceries, les pharmacies, les quincailleries, les écoles, les installations sportives, dans les fêtes, dans les lieux familiaux. Il y a toujours moyen de s'acheter une boisson sucrée, peu importe où on va, et c'est plus facile que de trouver de l'eau, parfois même une fontaine d'eau. Elles sont constamment à bas prix sur le marché. Elles ont tout le temps des rabais. C'est encore aujourd'hui le produit le moins cher sur le marché quand on va faire notre épicerie. Et la publicité cible particulièrement les jeunes. Donc, je pense que c'est assez clair. Ce sont des produits qui sont néfastes, mais aussi non essentiels. Donc, pour envoyer un signal clair à la population, puis réduire la consommation, on le sait, aujourd'hui, la sensibilisation et l'éducation, elle ne suffit pas par rapport au marketing qui est déployé. Et les études nous démontrent clairement qu'instaurer une taxe sur les boissons sucrées et énergisantes, dont les sommes sont réinvesties en prévention, c'est une stratégie qui marche. Et d'ailleurs, l'OMS recommande ce réinvestissement en prévention pour être très efficace comme mesure. Et selon le groupe de recherche sur le capital humain de l'École de sciences de gestion de l'UQAM, une taxe sur les boissons sucrées permettrait non seulement de réduire la consommation de ces boissons-là au Québec dans toutes les strates, donc autant les communautés plus défavorisées que d'autres communautés très aisées, mais évidemment, ça nous permettrait de générer des revenus considérables. Et avec juste, à titre d'exemple, avec une taxe de 20 sous le litre, on parle de près de 50 millions de dollars qu'on serait capable de réinvestir en prévention. Et ce montant-là calcule déjà l'effet de la taxe sur les achats. Donc, pour atténuer la régressivité de la mesure, comme on disait au niveau des ménages à faible revenu, le réinvestissement est essentiel. Et ce qu'on propose, c'est notamment de réinvestir dans des programmes d'accès aux aliments sains, comme des coupons d'achat de fruits et légumes ou des repas universels dans les écoles. Il y a plusieurs juridictions à travers le monde qui ont mis en place avec succès la taxe. Et par exemple, pendant la période de la pandémie, à Seattle, les revenus de la taxation des boissons sucrées ont permis d'aider des ménages de faibles revenus pendant la pandémie en bonifiant l'aide alimentaire là, pour des milliers de familles dans le besoin. Je terminerai en vous disant qu'au Québec, c'est 2 personnes sur 3 qui sont en faveur d'une taxe sur les boissons sucrées et énergisantes réinvesties en prévention des maladies chroniques, sachant que la boisson sucrée est un contributeur important de plusieurs maladies et pollue, sachant qu'elle engorge notre système de santé, et sachant que là, on est devant une solution qui est simple, faisable, acceptable aux yeux de la population et surtout démontrée efficace, mais qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place une taxe sur ce produit-là pour favoriser ensuite l'accès aux aliments sains dans les communautés dans le besoin? Donc maintenant, je vais passer la POC à mon collègue David Reynaud pour vous parler davantage de la taxe sur le tabac. Merci Corinne. Donc, je me présente, mon nom est David Reynaud et je suis le gestionnaire responsable des dossiers de défense de l'intérêt public au Québec pour la Société canadienne du cancer. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier la SPQ en fait, de nous donner cette tribune ce matin pour parler d'un sujet qui est important pour nous et sur lequel on milite en fait depuis des années à travers le pays, soit la taxation du tabac.
Donc, à chaque année, comme l'a mentionné Kevin, c'est 13 000 personnes qui perdent la vie à cause des conséquences du tabagisme, et c'est un fumeur sur deux qui va décéder des conséquences de sa consommation. C'est aussi 30% des décès par cancer, ce qui en fait ultimement la pire mauvaise habitude de vie en lien avec le cancer notamment. Et au-delà de ce lourd tribut humain que paye à chaque année le Québec, il y a des impacts sur notre système de santé et sur notre économie aussi. Comme ça a été mentionné aussi, il y a une étude qui montre que 32,7% des coûts d'hospitalisation d'une journée sont reliés au tabagisme, ainsi que 27% des consultations infirmières, ce qui est vraiment énorme, surtout dans un contexte où en ce moment on parle du rétablissement du système de santé, où on cherche ultimement des solutions pour diminuer la pression sur le système de santé, sur nos établissements, sur nos professionnels qui ont été affaiblis par la pandémie notamment. Donc, cette discussion sur la taxation du tabac et d'autres manières de réduire ultimement l'impact du tabac sur la population est essentielle dans ce contexte. Au-delà de ça, le gouvernement du Québec estime lui-même que le tabac lui coûte 2,5 milliards de dollars par année, alors que la taxe sur le tabac, elle, en ce moment, rapporte environ 900 millions de dollars, ce qui fait un déficit annuel d'1,6 milliard de dollars de tabac, donc un déficit tabac d'1,6 milliard de dollars, ce qui est significatif dans le contexte fiscal du Québec. Puis vous allez me dire, bon, pourquoi on parle de taxes? La taxe, pas toujours les choses les plus le fun à parler, mais c'est important d'en parler parce que ça a été identifié comme le meilleur levier par des organisations internationales comme la Banque mondiale, l'OMS, et dans la littérature scientifique comme étant le meilleur levier pour ultimement réduire l'accessibilité de ces produits et diminuer le taux de fumeurs, ce qui est notre objectif. Donc, peut-être contrairement à la croyance populaire qui nous fait croire qu'au Québec, peut-être on taxe plus le tabac que les autres provinces canadiennes. En fait, comme vous pouvez le voir sur le tableau ci présenté, c'est faux. On est en fait de loin la province qui taxe le moins les produits du tabac. On est environ sur une cartouche de 200 cigarettes à 15 $ en dessous du deuxième plus bas taux qui est celui de l'Ontario. Et la moyenne nationale, elle, se situe à 62 $. Donc, on est plus de la moitié en dessous de la moyenne nationale, ce qui est paradoxal parce que notre taux de fumeur, lui, est supérieur à la moyenne nationale. Et puis, ce qui est aussi, peut-être la prochaine slide, ce qui est important de noter, c'est que la taxe sur le tabac, la taxe spécifique, est une taxe qui a un montant fixe par cigarette. Et là, on vient de vivre le 8e budget consécutif sans augmentation de cette taxe spécifique, ce qui fait qu'entre l'inflation et entre le fait que l'industrie augmente un peu à chaque année ses prix, ben la taxe, en fait, perd de la valeur et le gouvernement va chercher de moins en moins d'argent sur les produits du tabac, alors que l'industrie fait des profits, des milliards de profits par année. Et nous, on pense qu'il y a au moins une partie de cet argent-là que l'État devrait aller chercher afin de réinvestir soit dans la santé, dans les campagnes de prévention, de cessation tabagique ou d'autres priorités gouvernementales. Et peut-être, pour finir, là, je dirais que la cerise sur le sundae de la taxation du tabac au Québec, c'est qu'en fait, on va devenir en juillet la seule province au pays qui n'impose pas la taxe à la consommation, donc la TVQ, sur les produits du tabac. Donc au Québec, on a fait le choix que certains produits, on n'appliquerait pas la TVQ, comme le pain, le lait, les œufs, par exemple, parce que c'est des produits de première nécessité. Et sur cette liste, au Québec, on a aussi le tabac, ce qui est, ma foi, triste, je dirais. Puis en conclusion, je dirais, tous ces arguments-là montrent qu'il est important d'augmenter la taxe sur le tabac, la taxe spécifique, et peut-être même de mettre la taxe à la consommation sur ce dernier, afin de diminuer le taux de fumeurs au Québec. Et c'est ce que j'encourage le gouvernement à faire. Sur ce, je vous remercie de votre attention, puis je vais laisser la parole à mon collègue du CQTS, Sylvain Quideau. Merci. Merci David, très intéressant. Moi, je vais vous parler de la taxe spécifique sur les produits de vapotage. Donc moi, je suis Sylvain Quideau, je suis conseiller prévention et développement des contenus au Conseil québécois sur le tabac et la santé. J'agis au CQTS en tant qu'expert conseil sur nos projets. Ma mission, moi, c'est de faire un peu des passerelles entre la littérature et le terrain, et notamment auprès des jeunes, et puis évidemment pour nos intervenants qui font de la prévention au quotidien, nos intervenants en santé.
Merci beaucoup à la SPQ pour l'initiative, pour l'organisation de cette matinée de conférence. Je pense que c'est une belle opportunité de nous rassembler, de nous questionner collectivement pour dessiner, créer cette santé durable. Pour ma part, je vois beaucoup de questions, mais il y a énormément de pistes de solutions, notamment concernant les produits de vapotage et leur taxation. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Rapidement, je voudrais vous faire juste pour se rendre compte, se mettre en jambe dans la problématique du vapotage, un état de la situation assez rapidement. On peut voir peut-être la première slide. On sait, hein, depuis 2018, il y a une véritable croissance, une forte croissance de la consommation. C'est très significatif chez les jeunes. On est passé de 4% à 21%, ce qui est comme énorme. Ça a quintuplé en 6 ans. On sait également que c'est un tiers des jeunes du 4e et du 5e secondaire qui vapotent. C'est inquiétant parce qu'on sait que les études sur les produits de vapotage, elles nous disent qu'il y a des conséquences sur la santé des jeunes. Par exemple, un fait troublant, le vapotage nuit au bon développement du cerveau chez les jeunes. Et là, on parle de troubles de l'anxiété, de troubles de la concentration. Évidemment, ça va avoir des conséquences sur leur réussite scolaire. Puis, il y avait un autre élément, si on peut voir la slide suivante, pour vous montrer un petit peu l'état un petit peu de cette crise du vapotage. C'est une très belle étude qui a été faite par l'INSPQ, un travail remarquable sur les ventes dans les dépanneurs et les stations d'essence. On voit là que c'est peut-être un peu petit, mais globalement, c'est 26 000 $ par mois de produits de vapotage en 2017, hein, je parle des ventes. Puis en 2020, on est rendu à 1,6 million. Donc, c'est plus une hausse, c'est une explosion des ventes. Donc, il y a une véritable crise du vapotage. Donc, ces ventes, là, ça m'amène à vous parler des taxes sur le vapotage. Alors, quelles sont les taxes sur le vapotage? Alors, tout d'abord, il y a peut-être une précision à apporter sur les taxes. Je pense que c'est un but qui est assez partagé pour l'ensemble des produits nuisibles à la santé. D'abord, la taxe, le principal but, c'est de tenir les gens éloignés du produit. Donc, que ce soit pour le tabac, le vapotage ou les boissons sucrées, on ne fait pas de la taxe pour la taxe. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une source de profit, une manne comme ça. C'est parfois perçu comme ça, mais ça peut être mal compris comme ça. C'est vraiment pour éloigner les gens. L'autre précision, ce n'est pas non plus une source d'inégalité sociale qui toucherait les personnes les moins aisées. En fait, il faut considérer qu'en cessant de fumer ou en vapoter, les dépenses pour sa santé vont diminuer. Et donc, on a une sorte de double bénéfice. On a un gain en santé et puis on a un gain sur le porte-monnaie. Alors, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que c'est un moyen d'agir. La taxe, c'est un moyen d'agir sur les prix. Et c'est en agissant sur ce prix qu'on va avoir le plus d'impact sur le nombre de vapoteurs ou fumeurs. Alors, ce qu'on souhaite, nous, évidemment, pour la problématique spécifique du vapotage, c'est surtout de tenir les jeunes loin de la veille. Alors, retour sur les taxes. Concernant, on peut se poser la question, pour le tabac, on sait que le tabac est exempté de TVQ, mais qu'en est-il pour les produits de vapotage? La réponse est différente. La TPS et la TVQ sont appliquées, sont des taxes de vente qui sont appliquées sur les produits de vapotage. Donc, si on compare au tabac, il y a quelque chose qui n'est pas très logique. Il y a une harmonisation qui devra sans doute être discutée à ce niveau-là et qui pourra donner des sources de revenus supplémentaires pour le tabac et qui va permettre de réduire les fumeurs en augmentant le prix. Et puis, deuxième type de taxation, qui est une taxation qu'on appelle la taxe spécifique sur les produits de vapotage. Là, c'est quelque chose qu'on peut envisager qui serait commun avec le tabac. C'est une taxe qui est imposée sur le produit lui-même. La taxe, elle est calculée sur le volume du produit. Alors, ce qui est envisagé au niveau fédéral, parce qu'on sait que c'est un peu dans les cartons, c'est que pour $1, on aurait $1 de taxation pour 10 millilitres de produit. Et puis, sur cette taxe qui serait au niveau fédéral, on aurait une taxe additionnelle, un taux additionnel qui pourrait être adapté pour chaque province. Donc, encore une fois, augmenter les prix, éloigner les adultes et les jeunes du produit. Pourquoi c'est pertinent, cette augmentation? Les premières personnes qui vont bénéficier de cette augmentation, c'est les jeunes, parce que cette augmentation de $1 pour 10 millilitres et peut-être plus, on le souhaite, ça va impacter sur le prix des pods, ces petites cartouches là qui sont utilisées dans les marques
produits de vapotage, de cigarettes électroniques très connus. On sait que c'est 15 $ pour 3 postes à peu près en moyenne. Donc, chaque dollar d'augmentation compte et a un impact. Un impact qui est d'autant plus grand parce qu'on sait qu'il est 2 ou 3 fois plus important chez les jeunes que chez les adultes. Donc, c'est quelque chose de notable. Et puis, la taxe spécifique aussi sur les produits de vapotage, ça permettrait de connaître précisément le volume des ventes. Là, on sait qu'on se raccroche à, par exemple, l'étude de l'INSPQ que j'ai citée tantôt, mais on aurait des chiffres plus précis, puis ça permettrait aussi de lutter, donc, avec ces chiffres de vente, de lutter également efficacement contre la contrebande. Alors, il y a d'autres provinces qui sont déjà dotées de la taxe sur les produits du vapotage. Donc, la question qui se pose et un peu le débat que j'aimerais lancer ce matin, c'est que comment le Québec pourrait suivre cette tendance? Alors, si la taxe spécifique n'est peut-être toujours dans les cartons, mais est en discussion, il y a aussi d'autres solutions qu'on peut mettre en place. On sait qu'il y a des pays, là on a entendu parler de l'Australie, qui essayent de frapper un grand coup en faisant bannir les produits de vapotage avec nicotine. On sait que c'est une mesure quand même très forte, donc on surveille ça, mais il y a des choses, nous, au Québec, de manière plus concrète, où on est plus dans une étape de questionnement, d'opportunité, de réflexion. Il y a deux pistes de solutions, deux mesures que je voudrais apporter, une pour les jeunes, une pour les adultes. Je vais aller rapidement. La première mesure, pour les jeunes, ce qui serait intéressant, ce serait de bannir les saveurs en incluant la menthe et le menthol. On sait que la menthe et le menthol sont parmi les saveurs qui sont extrêmement consommées. Donc, ce serait intéressant. On sait que ces mesures sur les saveurs, c'est en discussion au provincial, au fédéral. Et je pense qu'on aimerait tous que cette réglementation soit mise en place. Et puis, on pourrait, avec ça, rejoindre d'autres provinces et territoires qui ont déjà mis en place, qui vont mettre très prochainement en place cette mesure. Et puis, la deuxième mesure, ça serait pour les adultes, pour essayer de les tenir le plus éloignés de la vape. On pourrait envisager que l'assurance maladie rembourse les aides pharmacologiques comme les thérapies de remplacement nicotinique. Ils pourraient les remplacer 2 fois par année au lieu d'une seule fois, comme c'est le cas présentement. C'est le genre de mesures qui peuvent être mises en place. Fait que je pose cette réflexion. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il faut plusieurs tentatives pour arrêter de fumer. Donc, ça augmenterait nos chances. Alors, pour conclure, ce que j'aimerais dire par rapport à la taxe sur les produits de vapotage, c'est que c'est une bonne occasion là, de s'interroger collectivement sur la manière dont on doit considérer les produits de vapotage. Le constat aujourd'hui est simple, c'est que le présumé outil de cessation tabagique pour adultes, il s'est transformé en quelques années en une nouvelle cigarette pour jeunes. Je pense qu'il est nécessaire d'agir, de s'interroger. La taxe sur les produits de vapotage, c'est une des solutions les plus efficaces, on le sait. Puis, c'est une opportunité qu'on a là, de tirer des enseignements qu'on a eus pour le tabac et de ne pas recommencer là, les erreurs du passé. Puis, si je peux me permettre, c'est pour ce qui est de la hausse des taxes sur les produits du tabac, je vous invite à consulter une fiche qui a été produite par le CQTS, qui est réalisée en collaboration avec mes collègues ici, David et Kevin, de la Société canadienne du cancer et de la Fondation des maladies du cœur et AVC. Sur ce sujet, elle est disponible sur le portail Québec sans tabac. Vous trouverez facilement les liens. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sylvain. Également, il y a une fiche de ce même genre qui a été créée sur la taxation des boissons sucrées avec les mêmes partenaires et incluant aussi d'autres organismes comme Capsana et Diabète Québec. Donc, on vient de vous démontrer à quel point il est important de prévenir l'apparition de nombreuses maladies chroniques qui sont toujours en croissance et qui surchargent notre système de santé. Et on vient de vous présenter probablement une des mesures les plus efficaces au niveau de la transformation de certaines habitudes de vie et dont les données sont au rendez-vous pour démontrer qu'on réussit à réduire certains comportements qui auront un impact sur ces maladies chroniques. Donc, merci beaucoup.